Merci. Eh bien, ce feuilleton dont tout le monde se souvient sans doute, dans ce feuilleton, Georges Descrières incarnait avec brio le gentleman cambrioleur, ce héros populaire du roman de Maurice Leblanc. Né en 1864, le romancier normand était, dès son plus jeune âge, un admirateur inconditionnel des deux monstres sacrés originaires de sa région, Gustave Flaubert et Guy de Maupassant. Il rêvait d'une même gloire, mais c'est en fait la littérature populaire qui l'honorera en 1905 grâce au succès fou des aventures d'Arsène Lupin, publié d'abord dans le magazine Je sais tout. Ce Robin des Bois des temps modernes fit sa renommée à travers une vingtaine de romans, des nouvelles et des pièces de théâtre. Mais il était particulièrement possessif, et Maurice Leblanc fera cette terrible confession à la fin de sa vie. Il me suit partout. Il n'est pas mon ombre, je suis son ombre. C'est lui qui s'assied à cette table quand j'écris. Quelques jours avant sa mort, en 1941, il avouera même qu'il aurait préféré siéger à l'Académie française que d'être vendu dans les kiosques. Pourtant, même s'il ne fut pas académicien, il n'en est pas moins immortel, tout comme son personnage, qui est aussi célèbre dans le monde que le héros de Conan Doyle, Sherlock Holmes. Et aujourd'hui, sa maison d'Étretat, le Clos Lupin, devenu musée Arsène Lupin, est visité par des milliers de touristes de toutes les nationalités. Mais sait-on qu'Arsène Lupin, c'est le plus grand des voleurs? Oui, mais c'est un Marseillais. Maurice Leblanc s'inspira en effet pour son personnage d'un Marseillais, Alexandre Marius Jacob, un cambrioleur raffiné et désinvolte, anarchiste idéaliste, détestant la violence et doté d'un incontournable sens de l'humour et de la dérision. Alexandre Marius Jacob est né à Marseille le 29 septembre 1879. Son père, Joseph, est alsacien et a fui sa région natale devenue allemande. Il est d'abord cuisinier dans les paquebots des messageries maritimes, puis rencontre Marie, qui est encore mineure, l'épouse et devient boulanger dans la cité phocéenne. La France de 1880 est alors largement agricole, mais les industries se développent à un rythme soutenu et le commerce est florissant. Toutefois, se dessinent les premières prémices de la stagnation et de la crise, et le malaise social qui en découle. Les sirènes de l'anarchisme se font alors peu à peu entendre, et tout particulièrement à Marseille, qui compte autour de 340 000 habitants, avec une croissance démographique considérable due essentiellement à la vague migratoire venue principalement d'Italie et qui provoque une brutale réaction xénophobe de la part de l'ouvrier marseillais. La gauche domine la ville, mais à l'instar de ce qui se passe au niveau national, elle est divisée. Et dans ce contexte, face à la montée du marasme, elle semble impuissante et n'a pas de volonté de s'opposer à la crise. Seule l'aile gauche socialiste refuse une république d'opportunistes et d'affairistes. Elle est proche du courant anarchiste qui a le vent en poupe. Émile Témime n'hésitera pas à parler de Marseille, bastion de l'anarchie dans les années 1880. Progressivement, le fossé va s'élargir entre les socialistes qui ne menacent pas les petits propriétaires et les anarchistes qui considèrent que la propriété, c'est le vol. En mai 1881, se tient à Paris le premier congrès anarchiste qui établit les grandes orientations du mouvement, refus du suffrage universel et action sur le terrain de l'illégalité, et marque la séparation officielle et définitive avec les autres groupes socialistes. L'anarchisme va alors déboucher sur l'action directe par des attentats spectaculaires. C'est le début des premières violences. Les
tout premiers attentats auront lieu à Paris en 1881, avec l'assassinat d'un médecin par un jeune tisseur, Émile Florian. Puis, à Lyon, en octobre 1882, une bombe explose au restaurant du théâtre Bellecour, qui fit un mort et des dégâts considérables. La même année, plusieurs exactions sont commises dans le sud de la France et la presse anarchiste entretient cette révolte dans le journal de Jean Grave, qui s'appelle d'ailleurs La Révolte, ou l'indicateur anarchiste qui va jusqu'à donner à ses lecteurs des recettes pour fabriquer des bombes artisanales. Maintenant, on les trouve sur Internet, hein, mais enfin. Mais attention, pas pour tuer, précise-t-il, mais pour détruire les bâtiments publics et les lieux de culte. À Marseille, l'action anarchiste violente qui eut le plus grand retentissement et souleva l'indignation générale fut l'assassinat de la religieuse Marie de l'Huile Martini, mère Marie de Jésus, le 27 février 1884, dans les jardins de son couvent de la Serviane, par le jardinier qu'elle employait, Louis Chave, qui se revendiquera comme un anarchiste convaincu et d'action dans la feuille lyonnaise L'Hydre anarchiste. Voilà donc pour le contexte politique et social dans les années 1880 qui sont celles de la petite enfance de Marius Jacob à Marseille. La boulangerie-pâtisserie de la famille Jacob est située dans le quartier du Vieux-Port. À l'intérieur, au fond du magasin, contre les murs, des casiers de cuivre luisants sont garnis de grands pains longs, tandis que sur un large comptoir en marbre blanc se trouvent, dans des corbeilles d'osier, des croissants, des brioches et des gâteaux secs. À droite, une porte mène au sous-sol, où se trouve le fournil où s'affaire Joseph. Derrière les grandes glaces des vitrines, on aperçoit le mouvement de la rue. Mais dès le mois de juin, la porte d'entrée du magasin est ouverte et on commence à sortir des chaises sur les trottoirs et puis une petite table où sont disposés quelques gâteaux dans une assiette offerte aux passants. Et des petites filles sortant de l'école voisine dansent une ronde et chantent. Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés, la belle qui voilà ira les ramasser. Entrez dans la danse, voyez comme on danse, sautez, dansez, embrassez celle que vous voudrez. Celle ou celui. Car souvent un minuscule petit garçon de 5 ans se mêle à la ronde. C'est Alexandre Marius, le fils du boulanger alsacien. Il préfère danser et chanter avec les filles que de jouer à la guerre avec les gamins de son âge. Il est très mignon, trop mignon peut-être, et cela lui apportera plus tard quelques désagréments comme on le verra. Par ailleurs, c'est un rêveur, à la sensibilité exacerbée. Il est aussi très intelligent, et c'est la raison pour laquelle, à l'âge de 6 ans, ses parents l'envoient étudier dans une école religieuse chez les frères de l'institution chrétienne à Saint-Henri, où le poète marseillais Saint-Paul Roux avait commencé sa scolarité dans les années 1860. Il travaille bien et se passionne pour la lecture, mais déjà il supporte mal l'injustice, et la pauvreté de certains le révolte, autant que la richesse parfois outrageusement démonstrative d'autres. Dieu, qui, lui assure-t-on, n'est que bonté, ne devrait pas le permettre, ou alors c'est qu'il s'en moque. Un jour, il est impressionné et ému par une femme qui mendie devant l'entrée de son école et qui est entourée de 2 enfants à peine plus jeunes que lui, vêtus en haillons. Quelques instants plus tard, en pleine classe, il fait bondir son maître, un brave curé, en lançant d'une voix secouée de sanglots « Dieu n'est pas humain !» Nous ne sommes pas loin alors de « Dieu c'est le mal » de Proudhon. « Dieu n'est pas humain !» persista l'enfant, pleurnichant, lorsque le bon curé le réprimanda vertement pour ses paroles sacrilèges. Il ne l'est pas en tout cas avec son père, le boulanger, qui est escroqué et volé, et voit son affaire rapidement péricliter.
Fini la boulangerie et une existence relativement aisée. Les parents de Marius se retrouvent bientôt dans un 2 pièces, sans eau ni électricité, rue Jobin, dans le quartier de la Belle de Mai. Désespéré, Joseph, sans emploi, commence à boire. Il voudrait bien essayer de repartir en mer, mais sa santé est chancelante. Et désormais, il reporte sur son fils ses rêves de grand large. Celui-ci passe son certificat d'études avec dispense à 11 ans. Il découvre Jules Verne, dont il dévore avec avidité tous les romans, et lui aussi rêve de voyage en observant les navires qui quittent le port de Marseille pour le Moyen-Orient. Alors, il prend une décision grave, mais il est sûr de lui. Il sera marin et s'embarquera à la conquête du vaste monde, comme presque 40 ans plus tard, un autre Marius, celui de la trilogie de Marcel Pagnol. Son père se réjouit de sa décision. Sa mère, très aimante, ne tente pas de le dissuader, si tel est son choix, mais elle pleure beaucoup le jour de son embarquement, le 22 février 1891, sur le Tibet de la compagnie Freycinet. Ce n'est qu'un enfant, il a à peine 12 ans, et il est engagé comme mousse. Il naviguera ensuite sur le Ville de la Ciotat, des messageries maritimes, et sur au moins 8 autres navires. Il va côtoyer, durant plusieurs années, le haut, la jet-set au premier pont, et le bas, les marins, qui le trouvent très mignon et dont il se refuse énergiquement. Il croise aussi des bagnards et des esclaves transportés dans les cales. Et lui, qui est très sensible, souffre de tout ce qu'il voit. Dieu n'est vraiment pas humain, se dit-il à nouveau, et il se détourne définitivement de la foi. Il racontera plus tard « J'ai vu alors le monde, il n'est pas beau ». Il commence aussi à se méfier de cette société qui semble cautionner les pires horreurs. Une société qui va être de plus en plus confrontée à la violence qu'inconsciemment elle provoquait en ne donnant pas à chacun les mêmes chances de vivre de son travail. Pendant qu'il navigue et découvre le monde, ses beautés naturelles et sa laideur, ses misères, ses souffrances, la France est en pleine effervescence. Ce 9 décembre 1893, à Paris, la chambre est bondée lorsque, lancée d'une tribune, une bombe éclate au-dessus de l'hémicycle. La fumée n'est pas dissipée que, dominant le tumulte, le président du Conseil, Charles Dupuy, s'écrie « Messieurs, la séance continue !» Un tonnerre d'applaudissements salue cette manifestation de sang-froid. L'auteur de l'attentat est un homme jeune dont la vie était marquée par la malchance depuis son enfance et qui se réclamait de l'idéologie anarchiste. Sa femme avait quitté le domicile conjugal et il élevait seul leur petite fille. Il s'appelait Auguste Vaillant. Traduit dès le 10 janvier devant la cour d'assises, il est condamné à mort, bien qu'on ne comptât que quelques blessés légers parmi les spectateurs et les députés, dont l'abbé Lemire, qui fit appel à la clémence du jury. Il monta courageusement à l'échafaud le 7 février et, toujours généreuse, la duchesse d'Uzès, qui naguère avait soutenu le général Boulanger, déclara se charger de l'éducation de la petite orpheline. Les parlementaires, indignés d'avoir été pour la première fois directement visés, firent pression auprès du gouvernement qui déposa rapidement 4 projets de loi destinés à prévenir et à réprimer les menées anarchistes. Une fois le premier moment d'émotion passé, certains députés, notamment parmi les socialistes, prirent conscience que ces textes, notamment ceux concernant des peines sévères de prison pour de simples menaces, même non suivies d'effet, pouvaient constituer une arme redoutable contre d'autres que les anarchistes, et l'on dénonça bientôt le gouvernement initiateur de nouvelles lois scélérates. L'affaire Vaillant défraya et divisa l'opinion publique. Par ailleurs, ni l'exécution de Vaillant, ni les perquisitions et arrestations préventives qui se succédèrent n'interrompirent la série des attentats anarchistes, et elles ne firent que renforcer la détermination et la violence de certains qui pensaient qu'il fallait employer tous les moyens pour détruire cette société perverse.
Le 13 février, une bombe est lancée dans un café parisien, proche de la gare Saint-Lazare. Elle blesse une vingtaine de personnes et en tue une. Une semaine plus tard, rue Saint-Jacques, une autre bombe fait une victime. Le 5 avril, un nouvel engin explose au restaurant Foyol. Miraculeusement, il n'y a que des blessés, dont 3 graves, parmi lesquels le poète Laurent Taillade, qui, au lendemain de l'attentat de Vaillant, s'était écrié « Qu'importe les victimes si le geste est beau, qu'importe la mort de vagues humanités si par elle l'individu s'affirme ». En sortant de l'hôpital à Riboissière, 8 mois plus tard, il semblait moins compréhensif envers les auteurs d'attentats. La nécessité de défendre la société menacée conduit alors le gouvernement et sa majorité, jusqu'alors profondément anticléricale, à tendre la main aux ralliés, à savoir ceux qui, tout en restant ardemment catholiques, se sont résignés à accepter la République. Avec l'arrivée du printemps, on finit par oublier les risques toujours sérieux d'attentats, quand une nouvelle éclate, qui plonge la France dans le deuil. Le président de la République, Sadi Carnot, est tombé à Lyon le 24 juin, mortellement blessé sous les coups d'un anarchiste italien, Santo Caserio, qui sera envoyé à la guillotine et lancera sur l'échafaud « Vive la révolution sociale ». Sadi Carnot n'a jamais été très populaire, il faut bien le dire. Son aspect froid, ses gestes raides, sa barbe noire coupée carrée excitaient la verve des chansonniers montmartrois et des caricaturistes. Mais il était respecté en raison de la dignité de sa vie et de son intégrité absolue. Il abordait la fin de son septennat quand il fut assassiné et une vague d'indignation souleva le pays. La France ne sera d'ailleurs pas le seul pays à cette époque sur lequel s'abattra la terreur anarchiste. Donc en cette fin du XIXe siècle, aucun pays ne sera épargné. Le roi d'Italie, par exemple, Humbert Ier, sera également assassiné en 1900, de même que le président des États-Unis, William McKinley, en 1901. Marius Jacob a alors tout juste 15 ans. Après avoir été mousse, le voici à présent apprenti timonier pour un voyage qui le mène jusqu'à Sydney, en Australie. Dans la capitale australienne, il apprend par des marins français que la France est secouée par de nombreux attentats, dont celui du président de la République. Il est un peu effrayé et déplore notamment l'assassinat de Sadi Carnot. Pour subsister, à cette époque, il enchaîne les petits métiers. Il est cireur de chaussures, gardien de phoques, et se retrouve, malgré lui, à la suite d'une aventure rocambolesque, ce qu'il serait trop long de conter ici, il se retrouve pirate sur une pseudo-baleinière. Il est très vite choqué par la cruauté des méthodes de ces gens et ne rêve plus que de rentrer à Marseille, où il espère trouver un boulot honorable. Il aime beaucoup sa ville natale, dont il apprécie particulièrement le caractère rebelle. Il y revint finalement en janvier 1897, très déçu, semble-t-il, par tout ce qu'il avait vu. Il avait pourtant commencé à se former à l'océanographie afin de réaliser ce qui était son objectif lorsqu'il s'embarqua pour la première fois en 1891 sur le Tibet, devenir capitaine au long cours. Il finira par abandonner définitivement la marine et il ramènera de ses années de mer des fièvres qui l'accompagneront tout le reste de sa vie et bien des désillusions. Il traverse alors une période de doute, même si sa mère, devenue veuve, est toujours là et lui insuffle un peu de son optimisme à toute épreuve. Pourtant, elle avait rencontré les pires difficultés financières depuis la mort de son mari et ses petits travaux de couture lui permettaient à peine de vivre et de payer son loyer. Alexandre Marius est effrayé de constater que la pauvreté et la misère se sont développées de façon exponentielle à Marseille depuis 6 ans. Des femmes et des hommes, pourtant, s'efforcent de lutter contre ce fléau et se mobilisent pour aider les indigents, comme Jean-François Massabo, ce jovial commerçant en tissu de la rue Tapis-Vert, qui s'est enrichi dans ses activités et distribue sa fortune aux exclus de la société.
Dès 1872, il avait ouvert rue Marengo un asile de nuit de 60 lits qu'il transféra 7 ans plus tard rue des Phocéens en augmentant sa capacité qui passera à 220 lits. En septembre 1895, aidé par les frères de Saint-Jean-de-Dieu, il installe son asile de nuit dans un grand local de la rue de Forbin qui devint en quelque sorte son QG. Il prit alors l'habitude de rassembler les notables de la ville le soir de Noël et des bénévoles pour servir un repas de fête aux indigents. Un soir de Noël 1897, il vit arriver Marius Jacob et sa mère. Et il crut qu'ils venaient prendre un repas, car il savait qu'ils étaient dans une situation difficile, proche de la misère, depuis la mort du père de Marius, et malgré les efforts de celui-ci pour travailler, alors que le chômage était sans cesse en augmentation et les emplois étaient rares. La réalité était tout autre. Marius et sa mère venaient se joindre aux bénévoles pour que ce soir de Noël soit vraiment un soir magique pour les plus pauvres. Massabo se proposera à plusieurs reprises d'aider les Jacob, mais ceux-ci refusèrent toujours toute aide, arguant qu'il y avait bien plus pauvres et malheureux qu'eux. La mère de Marius finira par ouvrir un petit commerce de mercerie grâce à un modeste héritage reçu d'un cousin sans descendance. Quant à Marius, il recherche du travail et redécouvre, en la parcourant dans tous les sens, sa ville natale qui lui a tant manqué lorsqu'il était en pleine mer. Il apprécie surtout dans la cité phocéenne son esprit d'indépendance, sa quête incessante de la justice, mais il la voudrait parfaite dans sa vraie nature grecque et provençale. Il voudrait y rencontrer, à chaque coin de rue, des artistes, des poètes, mais il n'y voit que des commerçants qui ne rêvent que de s'enrichir. Il n'y a que des tripots où l'argent est roi. Ces tripots marseillais, si bien décrits par Émile Zola dans Les Mystères de Marseille. Le roman, publié à partir de 1867, connaissait de nombreux succès en librairie depuis la Commune, car il dénonçait la corruption et la toute-puissance de l'argent. Et pour les Marseillais, c'était en quelque sorte les tares du régime impérial que le romancier montrait du doigt, bien qu'en réalité, l'action du roman se situait de 1823 à 1848, et non pas sous le Second Empire. Allez sur le port, écrit Zola, allez dans tous les endroits où va la foule, vous n'entendrez parler que d'argent, vous vous croirez dans un immense bureau où toutes les conversations sont hérissées de chiffres. Marius Jacob redécouvre sa ville et constate que Zola n'a rien inventé. Gagner de l'argent est la grande affaire de Marseille. Ceux qui en ont déjà beaucoup jouent à la bourse, achètent et revendent. Ceux qui ne possèdent presque rien se satisfont en jouant d'en gagner un peu et quelquefois perdent le peu qu'ils possèdent. La cupidité des gens, quel que soit leur milieu, le fait bondir. Il s'indigne aussi sur l'affreux ghetto de l'industrie, l'individualisme et l'égoïsme de beaucoup. Pour haïr Marseille, disait André Suarez, il ne faut pas aimer la vie. Or, Marius Jacob aime la vie. Et il aime donc Marseille, malgré tous ses travers et ses vices. Mais il voudrait y voir un peu plus de justice sociale. Un jour, enfin, la chance semble lui sourire. Il finit par dénicher un travail. Le voici apprenti typographe rue de la République. Et c'est alors qu'il commence à fréquenter les milieux anarchistes et à lire Proudhon, mais aussi Élisée Reclus, Malatesta et Pierre Kropotkin, le théoricien numéro 1 que l'on appelait le prince de l'anarchie. Jacob est un idéaliste, on l'aura compris. Et aussitôt il s'enthousiasma vite pour les idéaux de ces libertaires. Avec eux, l'anarchie apparaît comme la négation du principe d'autorité dans l'organisation sociale et de toutes les contraintes qui procèdent des institutions basées sur ce principe. La grande idée repose sur la foi en la spontanéité des masses, sur la volonté d'affranchir l'homme, de le libérer des contraintes de l'État et du capital par l'abstention aux élections, la désertion aux armées, la grève générale.
De Vaillant à Caserio, ceux qui prônent l'action directe veulent détruire la société par le terrorisme et représentent l'autre tendance du mouvement anarchiste et ne sont qu'une poignée. Mais ils font trembler la société. Leur objectif, c'est la révolution sociale. Mais s'il s'enthousiasma pour les idéaux anarchistes, comme on l'a vu, Marius Jacob était contre la violence et regrettait l'utilisation d'attentats souvent meurtriers par certains anarchistes dans le but de servir la cause. En dehors du fait que ôter la vie à qui que ce soit était pour lui inacceptable, il était persuadé que les attentats, les assassinats et la violence étaient contre-productifs et en définitive nuisaient au mouvement anarchiste que ces gens-là prônaient et que lui continuait à soutenir tout en désapprouvant les méthodes. Par ailleurs, et il le constatera bientôt à ses dépens, la police et la justice ne faisaient pas distinction entre les anarchistes pacifistes et les anarchistes terroristes. La répression est aussi dure pour les uns que pour les autres. Des dizaines de militants anarchistes et de libertaires sont emprisonnés et certains guillotinés comme Ravachol. Même les apôtres de la non-violence, qui se contentent d'agiter le drapeau noir de l'anarchie ou d'écrire des articles dans les journaux, sont traduits en justice et sévèrement condamnés. Piloté par un anarchiste au nom de Roch, Jacob est accueilli dans les différents milieux libertaires et accède même à la rédaction du journal L'Agitateur, situé au 22 quai du Port. Mais, en raison de son ingénuité et de son intégrité, il est très vite manipulé par un certain Lecat. Prétextant être suivi par la police, Lecat lui fait passer un petit paquet dont il ignore le contenu. Il s'agit de charbon pilé, soufre et salpêtre destinés à fabriquer de la poudre. Dès le lendemain, les policiers envahissent l'appartement des Jacob, brisant tout, bouleversant le mobilier, molestant Madame Jacob. Ils trouvent finalement ce qu'ils cherchent, le petit paquet en question. Et, se saisissant de Marius, lorsqu'il rentre chez lui, ils le conduisent, menottes aux mains, au commissariat. Donnant, où il donne ses complices, où il se retrouve à la prison départementale Chave, construite en 1852 à l'angle de la rue Georges. Cette prison sera d'ailleurs démolie en 1958 et c'est sur son emplacement que se trouve actuellement la caisse de retraite de la sécurité sociale. Jacob prend vite sa décision. Il choisit la prison. Il y demeurera quelques mois et dénoncera plus tard les conditions de vie inhumaines des détenus. Lorsqu'il quitte la prison Chave, où sa mère est venue le chercher, il entend bien se réinsérer. Mais ce n'est pas facile pour lui. Et malgré toute sa bonne volonté, cela devient vite mission impossible. À 19 ans, il est donc à nouveau chômeur. Et chaque fois qu'il trouve un travail, la police se présente et contraint son patron à le renvoyer. On comprend son agacement et même sa fureur. Le commissaire Fabre, qui le persécute depuis des mois, va, par son attitude, décider de la vocation de Jacob, qui finit par choisir un illégalisme pacifiste et opte pour la théorie de la reprise individuelle. Il va devenir cambrioleur, mais un cambrioleur singulier, comme on va le voir, un cambrioleur à principe. La situation chez les Jacob est alors précaire. Le commerce maternel bat de l'aile. Madame Jacob, remplie de dettes, se voit contrainte d'engager tous ses biens au mont-de-piété. C'est la dernière goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Lors de la dernière perquisition chez les Jacob, un inspecteur confisque à la mère de Marius sa dernière bague, sa bague de fiançailles, en lui disant, avec un sourire sarcastique, « C'est trop beau pour vous, vous devez l'avoir volée !» Madame Jacob éclate en sanglots. Mais Marius ne dit rien, sinon ces quelques mots à peine audibles. « On va bien rire !» Il s'agit en fait d'une véritable déclaration de guerre.
Quelques jours plus tard, le 31 mars 1899, un commissaire de police, écharpe tricolore autour de la taille, et 2 inspecteurs se présentent chez M. Gilles, commissionnaire du Mont-de-Piété, rue du Petit-Saint-Jean. Le commissaire ne tourne pas autour du pot, et d'un ton agressif, un doigt accusateur pointé sur le commissionnaire, tremblant de peur et le visage livide, il lui lance « Vous avez en votre possession une montre volée à la suite d'un quadruple assassinat !» Aussitôt, M. Gilles s'exécute en protestant de sa bonne foi. Il lui ouvre ses livres de comptes et ses coffres-forts, dont le contenu est déversé dans de grands sacs, alors que l'inventaire est scrupuleusement consigné sur papier en tête de la préfecture. En 3 heures, ce sont plus de 400 000 francs or qui sont ainsi prélevés comme pièces à conviction. Et quand M. Gilles, revenu un instant de sa stupeur, tente maladroitement de soulever une objection, les policiers lui passent promptement les menottes, et tout en le poussant vers 2 fiacres postés devant la porte, le commissaire lui conseille d'économiser sa salive. « Vous vous expliquerez devant monsieur le procureur de la République, » lui dit-il. Les 2 fiacres, l'un contenant le commissaire et l'infortuné commissionnaire du Mont-de-Piété, l'autre les 2 inspecteurs et les sacs, foncent vers le palais de justice par la rue Breteuil. Arrivé à destination, le commissaire descend avec son prisonnier et les 2 hommes pénètrent dans l'antichambre du procureur. Le commissaire le fait asseoir en lui demandant d'attendre ici, puis ressort aussitôt. Ce n'est qu'au bout de 2 heures, après la fermeture des bureaux, que le concierge découvrira M. Gilles, toujours menotté et effondré sur son banc. Les propos du commissionnaire lui semblant décousus, il alla trouver un juge d'instruction qui, trop absorbé par son travail, fit enfermer M. Gilles en prison en attendant de tirer cette affaire au clair. On l'aura compris, le commissaire n'est autre que Jacob lui-même et les 2 policiers, ses complices. Et le lendemain, il fallut bien se rendre à l'évidence. Tout le monde avait été berné par ce qui aurait pu être considéré comme un immense canular si 400 000 francs or ne s'étaient pas volatilisés dans la nature. Marseille et bientôt toute la France est aussitôt secouée d'un immense fou rire. C'est par cette action d'éclat que Jacob fit son entrée officielle dans le petit monde de la cambriole. Mais ce n'était pas, et il ne sera jamais, j'insiste encore une fois sur cela, un cambrioleur ordinaire. L'un de ses biographes l'appellera même l'honnête cambrioleur. Marius Jacob est un homme de petite taille, au visage et au sourire attrayant. Il est distingué, toujours tiré à 4 épingles. Il a beaucoup de classe et de charme. Enfin, il inspire confiance. Ce sera certainement, comme on le verra, les clés de sa réussite. Quelques jours après, il commença à s'illustrer dans la région par des vols, parfois assez modestes, à l'église de Pugéville, à la chapelle de Cuers, puis au château des comtes de Cassagne, non loin de Béziers. Là, ce sont 800 000 francs de titres et de bijoux qui sont dérobés. Jacob laisse sur les lieux ce billet doux. « Salaristo, sois heureux que nous n'ayons pas assez de temps. À la prochaine, signé Attila. » Très rapidement, les méthodes de ce cambrioleur habile et non violent interpellent la France entière. Des nombreuses casses où l'on reconnaît sa marque, la plus spectaculaire, son coup de maître, peut-on dire, est le pillage du casino de Monte-Carlo en juin 1899. Après avoir revêtu les habits de commissaire de police dans l'affaire du Mont-de-Piété, il se déguise cette fois en gentleman, avec chapeau melon et redingote, pour entrer dans le casino de Monte-Carlo. Au moment où le croupier crie « Les jeux sont faits !» il simule une effrayante crise d'épilepsie. Oh, tout le monde se précipite, et pendant que l'on s'affaire autour de lui, ses complices raflent tout ce qui leur tombe sous la main. C'est pas plus difficile que ça.
Tout s'est déroulé parfaitement, mais il se fait pourtant arrêter à Toulon 2 jours plus tard, donné par un camarade auquel il avait remis 100 francs, le croyant dans le besoin. En prison, pour éviter 5 années de réclusion, il simule la folie et commence à manger son chapeau. Il est transféré à la prison d'Aix, où il passe ses nuits à hurler « Les jésuites veulent m'empoisonner !» 3 aliénistes le déclarent atteint de délire mystique au plus haut degré. Le tribunal décide alors de le faire mettre en observation dans l'asile d'aliénés du Mont Péril à Marseille. C'est ce qu'espérait le rusé Marius, car l'infirmier Royer est l'un de ses amis. Avec sa complicité, il exagère encore ses crises de folie furieuse, afin de se faire enfermer dans une cellule capitonnée, seul, près du mur d'enceinte, dont une vitre sans barreaux s'ouvre au plafond. Il prépare alors avec soin son évasion. Il aurait aimé s'évader le 1er avril 1900. Superbe poisson en perspective. Mais il ne parviendra à faire la belle que le 9 avril. Il aura passé seulement 3 mois sous les verrous. Réfugié à Sète, chez l'anarchiste Georges Sorel, il se remet en question. S'il veut poursuivre et réussir sa propre révolution avec l'argent des autres, il lui faut être plus ambitieux. Il faut, dans un premier temps, qu'il perfectionne ses techniques de vol. Pour cela, il décide de s'installer à Montpellier, au numéro 18 de la rue de la République. Et il prend une quincaillerie en gérance au nom de sa maîtresse, Rose Roux. Là, sans attirer les moindres soupçons, il va pouvoir mettre sa grande intelligence au service d'une étude bien particulière, celle de tous les mécanismes existants des coffres-forts connus. Il se procure tous les outils nécessaires à leur ouverture, lit toutes les études sur le sujet et va devenir très vite un spécialiste dans le domaine de la serrurerie. Dans le même but, il rachète, avec l'aide de sa mère, un fonds de friperie, afin d'avoir à sa disposition la plus large panoplie de déguisements. On se souvient qu'en 1898, la mère de Marius avait ouvert un petit commerce de mercerie. Elle tiendra désormais cette friperie située dans cette même rue de la République de Montpellier. Quant à son fils, il pourra ainsi, à sa guise, se déguiser en dandy ou en plombier, en évêque ou en capitaine de cavalerie. Marius Jacob, ce sera aussi Fantomas. Reste désormais pour lui à organiser sa petite bande nommée les Travailleurs de la Nuit, qui va devoir rayonner dans toute la France. Il avait de l'ambition. À Paris, bien sûr, et en province. Il divise pour cela le pays en 4 zones en suivant le découpage des chemins de fer. Il édicte ses principes qui sont simples mais stricts et ne doivent jamais être transgressés. On doit éviter à tout prix de verser le sang, sauf pour se protéger ou en cas de légitime défense. On ne doit voler que les métiers que l'on juge représentants et défenseurs de l'ordre social jugé injuste. Les patrons, les juges, les militaires, le grand clergé, et jamais les gens qui gagnent de l'argent par leur travail et sont utiles aux autres, les médecins, les enseignants, les artistes. Le pourcentage important de l'argent dérobé ne doit pas être utilisé pour soi-même, mais versé aux pauvres, et aussi à la cause anarchiste et aux camarades dans le besoin, ce qui n'allait pas cependant sans poser de problème. En effet, Jacob évitera de travailler avec les anarchistes idéalistes comme avec la pègre, très réactionnaire en général, et choisira comme complices des gens déclassés, rejetés par la société, ou illégalistes comme lui, ou encore des amis fidèles comme Royer. À la fin de l'année 1900, le voici fin prêt, avec sa petite équipe, à se lancer à l'assaut de la France riche et à passer du stade artisanal au niveau industriel. Il mettra dans l'aventure tout son talent. On pourrait presque dire
son génie en la matière. Son astuce paraît sans limite. Ainsi, pour voir si les personnes qu'il projette de cambrioler sont chez elles, il coince des morceaux de papier dans leurs portes et passe le lendemain vérifier s'ils sont toujours en place. Par ailleurs, avec son imposante garde-robe, il atteint à la perfection dans l'art du déguisement et avec beaucoup d'humour signe chacun de ses méfaits avec un nombre impressionnant de pseudonymes, depuis le cocasse Attila jusqu'à le dieu des voleurs. L'une de ses inventions la plus géniale est le coup du parapluie. Ce fut incontestablement une grande première mondiale en matière de cambriolage scientifique. Voici comment cela fonctionne. On loue un appartement situé au-dessus de celui à cambrioler, on fait venir ses complices déguisés en peintres avec leur matériel et on fait un trou dans le plancher. On glisse dans ce trou un parapluie fermé qui sera ensuite ouvert par un système ingénieux de ficelles et permettra de récupérer les gravats en évitant le bruit de leur chute lorsqu'on commencera à agrandir le trou. Puis, environ 1 heure après, on descend par une échelle de corde et l'on s'attaque au coffre. Le coup du parapluie fut utilisé notamment pour nettoyer, si vous me permettez l'expression, le coffre de M. Bourdin, un riche bourgeois, et 7 kilos d'or, 280 carats de pierre, 300 perles et 200 000 francs de titres furent emportés en moins de 2 heures. 50 ans plus tard, Jules Dassin devait en décrire tous les détails dans son fameux film « Rififi chez les hommes ». Cerise sur le gâteau, Jacob, quand il utilisait son invention, refermait quelquefois les portes par l'un de ses futés mécanismes de ficelle et de morceaux de bois, de manière à faire croire qu'il était toujours à l'intérieur. Rover racontera même qu'il assista un jour depuis la terrasse d'un café à un assaut en règle donné à une maison pillée par ses soins dans la nuit. Autre vol phare de cette époque bénite, celui de la cathédrale de Tours. Grimpé jusqu'à la rosace, démontrant qu'il ne craignait pas le vertige, il décela précautionneusement une partie des plombs des vitraux et déménagea, grâce là encore à un système ingénieux de son invention, composé de poulies et de câbles, les immenses tapisseries d'Aubusson qui ornaient la nef et qu'il revendra à un collectionneur anglais. S'il vola énormément, il faut souligner que toujours il respectait ceux qui gagnaient leur argent en travaillant. Il s'en faisait une règle immuable. C'est ainsi qu'un jour, mal renseigné, il s'introduit à Rochefort dans la demeure d'un certain capitaine de frégate qui se nommait Julien Viaud et qu'il s'aperçut rapidement qu'il était chez Pierre Loti, le grand romancier impressionniste, auteur notamment de Pêcheurs d'Islande. Aussitôt, il remit tout en place et repartit en laissant un billet ainsi rédigé. « Ayant pénétré chez vous par erreur, je ne saurais rien prendre à qui vit de sa plume. Tout travail mérite salaire. Attila. PS, 6 juin 10 francs pour la vitre brisée et le volet endommagé. » Il utilisera toujours le vol comme arme politique, gardant pour lui tout juste de quoi vivre et mangeant souvent à la soupe populaire car il redistribuait systématiquement le produit de ses cambriolages aux pauvres et aux victimes de la société, ainsi qu'à la cause, un minimum de 10%, et subventionnait largement la presse libertaire. Devenu, au fil des années, le plus populaire des voleurs, il sera aussi le plus recherché, car ce gentleman cambrioleur ridiculise la police et bafoue l'autorité de l'État. C'est en cela qu'il est dangereux. Il devient donc l'ennemi public numéro 1. Et tous les moyens sont bons pour essayer de le capturer et de laver ainsi l'outrage qu'il fait subir à toute la bonne société. Mais cela est plus facile à dire qu'à faire. Et ce digne héritier de Robin des Bois continue à défier les autorités.
ses exploits sont de plus en plus remarquables. Et bientôt, comme Guignol corrige le gendarme sous les acclamations des enfants, il séduit de plus en plus de gens qui, à la lecture de ses stratagèmes sur les journaux, ne dissimulent pas leur sympathie pour l'honnête cambrioleur. Incontestablement, sa méthode est bien plus efficace et payante que les machines infernales dans les cafés ou dans les cages d'escalier des anarchistes classiques. Elle est aussi bien plus redoutable et subversive, comme le souligne le président du Conseil, également ministre de l'Intérieur, M. Émile Combes, lors d'une réunion de crise en septembre 1902, destinée à coordonner tous les moyens pour le mettre hors d'état de nuire. Il en va de la réputation et de la dignité de la France dans le monde. On estime qu'avec sa petite équipe, qui n'excédera jamais 4 personnes, il commettra entre 1900 et 1903 de 150 à 500 cambriolages. À Paris, en province, et parfois même à l'étranger, puisqu'on le retrouvera en Espagne, où il tentera de dérober une statue en or de Saint-Jacques de Compostelle, en Italie, en Belgique et même dans les pays du Maghreb. Je faisais de la décentralisation, dira-t-il lors de son procès, car, oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Et le 21 avril 1903, une opération menée à Abbeville tourna mal. Et pour la première fois, il y eut un agent tué et un autre blessé. Jacob et ses 2 complices sont arrêtés. Le lendemain, la bande est démantelée et un procès s'ouvrit à Amiens 2 ans plus tard. Un procès qui allait mobiliser tous les médias de l'époque et qui se tiendra dans une ville en état de siège et hantée par les anarchistes qui tenteront d'influencer le jury en sa faveur, jouant sur son incontestable popularité. Lors de ce procès spectaculaire, il est jugé pour pas moins de 156 affaires. Le palais de justice d'Amiens est cerné par 3 compagnies de chasseurs à pied et par tous les effectifs de la gendarmerie de la Somme. Dès le lever du soleil, une foule fiévreuse est là, s'écrasant contre les barrages, une foule partagée entre l'admiration pour le voleur et l'hostilité contre celui qui s'était attaqué au fondement même de notre société. Vous allez voir qu'il va encore leur échapper, s'inquiète un bourgeois en redingote et chaussures vernies. Mais pourquoi pas? Il en est bien capable, s'écrie en riant un jeune homme en salopette d'ouvrier. Jacob se présente détendu, presque joyeux, même s'il déplore le sang coulé, car il avait expressément interdit à ses hommes de tuer, sauf les chiens de garde de la société, à savoir les policiers, et seulement en cas de légitime défense, ce qui semblait alors être le cas. Le visage mince, les yeux vifs, la moustache soigneusement taillée, Marius Jacob fait aussitôt une forte impression. Il est coiffé d'un melon noir et porte une cravate rouge et un pardessus noir à col d'astracan. C'est donc lui, le redoutable voleur recherché par toutes les polices de France et de Navarre, Alexandre Marius Jacob, dit Escande, dit Attila, dit Bonnet, dit Trompe-la-Mort, l'ennemi public numéro 1, le cauchemar de la police et des pouvoirs publics depuis des années. Dans la salle d'audience s'entrepose, comme autant de pièces à conviction, son petit matériel quotidien. Pince, vilebrequin, scie, lampe, échelle de soie et plus de 80 clés à propos du fonctionnement desquelles les experts de la police restent dubitatifs. Ce procès sera pour lui une tribune inespérée. La presse française et étrangère lui fera une publicité considérable, appâtant l'opinion par des manchettes en lettres énormes. « Une affaire monstre !» titrera le Figaro. Le Matin lui attribuera 5 millions de francs or volés et le Gil Blas évoquera « Les travailleurs de la nuit, une incroyable organisation ». Bien que la justice s'efforcera de maintenir l'affaire dans le cadre du droit commun, la légende est en marche.
et le personnage fascinant qui se présente devant ses juges subjugue le public et soulève un immense courant de sympathie en sa faveur. Lorsque le président du tribunal lui pose la question rituelle « Accusé, quels sont vos noms, prénoms, âge, profession et adresse ?» il répond sur un ton solennel « Je n'ai ni feu, ni lieu, ni âge, ni profession. Je suis vagabond, né à partout, chef-lieu nulle part, département de la terre. » Avec ça, hein. Face à l'agacement du président qui veut en savoir plus, il clôt la question brusquement en lançant « Vous savez maintenant qui je suis, un révolté vivant du produit de ces cambriolages. » Durant toute la durée du procès, il étonne par sa truculence toute méridionale, son intelligence, son humour, son sens de la répartie, son abnégation, son désintéressement et son idéalisme. Au président, qui s'étonne que lors d'un cambriolage, il ait emporté un diplôme de droit, sans valeur marchande, il répliqua en souriant « Je préparais déjà ma défense », provoquant hilarité dans la salle. Les journalistes se délecteront de tous ces bons mots et de ces réflexions définitives comme « le droit de vivre ne se mendie pas, il se prend », qui seront repris par tous les opprimés de la société pendant des décennies. Un autre jour, le président essaie de décrire l'un de ces cambriolages. Aussitôt, il lui réplique, sur un ton très sérieux, « Monsieur le Président, je m'excuse, mais vous faites erreur. Pour envoyer les gens au bagne ou à l'échafaud, vous êtes compétent, je n'en disconviens pas. Mais en matière de cambriolage, vous n'y entendez rien. Vous ne m'apprendrez pas mon métier. » Devant les rires et les applaudissements du public, le président, exaspéré, menaça de faire évacuer la salle. Et c'est Jacob qui parvint à rétablir le calme. Il était temps que le procès s'achève, car les juges devenaient la risée du public. Comme Jacob n'est pas l'auteur du meurtre du policier, il échappe à la guillotine. Mais il est condamné aux travaux forcés à perpétuité au bagne de Cayenne, où il arriva le 13 janvier 1906 et sera inscrit sous le numéro 34 777. Le plus difficile pour lui est de se séparer de sa mère, qui ne l'abandonnera jamais. Malgré ses supplications, elle ne fut pas autorisée à suivre son fils, mais elle entretiendra avec lui une longue et émouvante correspondance. Au bagne, Jacob détonne par rapport aux autres déportés. Il est distingué, courtois, ne boit pas, ne joue pas, ne pratique pas l'homosexualité, pratique courante et tolérée en ces lieux où les femmes sont pratiquement absentes, à l'exception de la femme et de la fille du directeur. Pourtant, malgré sa différence, il parvient très vite à se faire accepter, tant par les bagnards que par les gardiens, grâce à son intelligence et son dévouement envers les autres. Il tentera pourtant de se faire la belle, au moins 19 fois, en utilisant sa remarquable ingéniosité, car les conditions d'internement à Cayenne, et plus encore aux îles du Salut, vous savez, la fameuse île du diable de Dreyfus, sont épouvantables. Il parlera, à propos du bagne, de guillotine sèche, et ne cachera jamais au directeur qu'il recommencera à s'évader autant de fois qu'il le pourra. Ces tentatives d'évasion seront d'abord des plus classiques. Fuite lors d'un changement de cellule, confection de flotteurs ou construction d'un radeau, puis de plus en plus sophistiqués. Ainsi, par exemple, il retourne une guérite pour s'en servir d'embarcation, où il avale des cachets d'un produit qui simule la mort, avec l'idée de faire jeter son pseudo-cadavre à la mer, ce qui était alors courant. L'administration pénitentiaire se durcira peu à peu avec cet insoumis indomptable et s'efforcera de le détruire. Si elle n'y parviendra pas, c'est en raison, une fois encore, de son intelligence et de son énergie à rester incorruptible sur le plan moral. En définitive, il paiera
un très lourd tribut à la société, puisqu'il passera 8 ans au bagne, dont 11 en cellule. Quand ses conditions d'internement commenceront à s'améliorer légèrement, il ira énormément et étudiera le droit pour venir en aide à ses compagnons ainsi qu'à lui-même, mais aussi la médecine, en s'entretenant régulièrement avec un médecin, le docteur Rousseau, dont il se fit un ami et qui le soignera, car ses forces physiques quelquefois l'abandonnent. Il collaborera avec celui-ci à la rédaction d'un livre dénonçant les horreurs du bagne. Lui-même écrira plusieurs ouvrages qui seront publiés lorsqu'il reviendra en France, dont Travailleurs de la nuit, Souvenirs d'un révolté, Pourquoi j'ai cambriolé. Seront publiées également en 2000 ses poignantes lettres de prison et du bagne à sa mère. En 1923, il fait la connaissance d'un journaliste voyageur qui connaissait et aimait beaucoup Marseille, Albert Londres. La cité phocéenne lui avait fourni l'opportunité d'écrire un très beau reportage sous la forme de 14 articles qui deviendront Marseille, porte du Sud. Ce qu'Albert Londres aimait dans Marseille, c'était son ouverture sur le monde. Marius Jacob, dont on se souvient qu'il fut marin et qu'il navigua à travers le monde jusqu'à l'âge de 18 ans sur les navires des messageries maritimes, trouva en lui celui qui exprimait le mieux ses propres sentiments sur cette ville si souvent décriée et calomniée. Attentive, écrit Londres dans Porte du Sud, Marseille écoute la voix du vaste monde et forte de son expérience, elle engage la conversation avec la terre entière. Les deux hommes sympathisent et Albert Londres lui fait part de son effarement en constatant les conditions de vie des bagnards qui, quels que soient leurs crimes, sont des hommes, même si dans ce lieu ils tendent à devenir des animaux. Une nouveauté me suffoquait, écrira Londres lorsque, revenu en métropole, il lancera une campagne virulente contre le bagne. Je n'avais jamais vu d'hommes en cage par cinquantaines. Ils se préparaient pour leur nuit. Cela grouillait dans le local. De 5 heures du soir à 5 heures du matin, ils sont libres, dans leur cage. Marius Jacob, bénéficiant de cette campagne, sera finalement libéré en décembre 1928. Il était temps. Il était épuisé physiquement après toutes ces années et il y serait certainement mort si cette libération, due à l'acharnement de tous ses amis, dont Albert Londres, n'était pas intervenue pour le plus grand bonheur de Marie, sa mère, qui, sans jamais se décourager, multiplia les démarches pendant 25 ans pour sa libération. Mais Rose n'est plus là. Elle est décédée accidentellement pendant son séjour à Cayenne. Il fera la connaissance quelques mois plus tard de Paulette, une brave fille de 15 ans, sa cadette, dont il tombera amoureux. Il est remis sur pied dans un hôpital parisien. Il a alors la cinquantaine et il lui reste 25 ans à vivre. Il entend désormais se ranger. Il ne volera plus et travaillera pour vivre, car le fabuleux magot secret qui l'attendait, selon les dires de certains, était imaginaire. Et c'est grâce aux modestes pécules amassées par sa mère, qui ne cessera pas de travailler dans des petits commerces ou de servir dans des familles bourgeoises, qu'il parvint à acheter un petit lot de bonnetterie et à devenir marchand forain dans le Val-de-Loire et en Touraine. Son port d'attache est alors Issoudun. Le milieu forain, sans être franchement ouvert à l'anarchisme théorique, est proche de sa générosité, et il s'y sent bien. En 1929, il se présente dans les locaux du journal Le Libertaire, dirigé par Louis Lecoing. Il est presque accueilli comme un héros, et les deux hommes se lient d'amitié. Jacob est prêt à collaborer avec le journal, mais il n'entend pas être rétribué, ce qui serait aller à l'encontre de ses principes. Il va s'investir bénévolement dans la propagande. Après les combats de soutien pour les objecteurs de conscience, et ceux pour Sacco et Vanzetti, les deux anarchistes italiens immigrés aux États-Unis
condamné à mort sans preuve en 1921, les libertaires apportent leur soutien pour empêcher l'extradition de Durruti, promis à l'exécution capitale, en Europe. Jacob ne se trouve pas en première ligne dans ces combats, mais il est celui que l'on consulte et dispense volontiers ses conseils. Mais c'est sur les marchés qu'il est le plus heureux. Il aime parler avec les gens et n'a rien perdu de son charme singulier. Il se rend quelquefois à Marseille, sa ville natale, où les gangsters semblent désormais tenir le haut du pavé. Dans les années 30, l'influence grandissante du premier adjoint, Simon Saviani, sur fond de clientélisme et de banditisme, l'inquiète un peu. Il désapprouve toujours la violence et rêve de fraternité entre les peuples et entre Français dans une société nouvelle où les hiérarchies seraient abolies. En 1936, il se rend à Barcelone pour rencontrer des amis qui combattent le nouvel homme fort du pays, le général Franco. Il les encourage dans leur combat, mais décline leur offre d'y participer. Fini pour lui le temps des aventures. Il est très vite de retour dans l'Indre, où il retrouve le milieu forain. Il aspire à la tranquillité et au bonheur simple. Et avec Paulette et Marie, sa mère, il s'installe dans la charmante petite ville de Reuilly, le pays où il ne se passe jamais rien. En 1939, il y achètera une maison et il épousera Paulette. Pourtant, même Reuilly ne peut échapper à la guerre quelques jours après son mariage. S'il ne s'engage pas vraiment dans la résistance, il ne manque pas une occasion pour narguer l'occupant, au risque d'être plusieurs fois arrêté, et n'hésite pas à accueillir chez lui des résistants qui savent qu'ils peuvent toujours trouver refuge chez lui. La mort de sa mère en 1941 le laisse désemparé, et il ne s'en consolera jamais. Puis ce fut sa femme qui, à son tour, le quitte en 1947, victime d'un cancer. Il ne lui reste plus à ses côtés que son chien fidèle, Négro, un corneau qu'il avait recueilli avant la guerre. À toutes ces épreuves s'ajoute la maladie, ou plutôt plusieurs maladies, conséquence de ces longues années de bagne. Il souffre surtout de rhumatisme invalidant. Comme il n'a pas d'héritier, il distribue le peu qu'il possède aux pauvres de la commune et lègue sa maison de son vivant à un ami, afin que l'État ne puisse rien récupérer. Cet ami est employé administratif au chemin de fer à Issoudun, et c'est le fils de l'infirmier Royer, tué par un obus, son ami l'infirmier Royer, tué par un obus sur le front en 1916 au cours de la Grande Guerre. Marius Jacob, ayant mis ses affaires en ordre, vieillit donc lentement, entouré de la sympathie et de la reconnaissance de la population de Reuilly, pour lequel il est une sorte de héros. Incontestablement, il laissera un bon souvenir à celle-ci, en raison de sa gentillesse, sa générosité, son dévouement pour la collectivité. Sa maison et sa tombe font aujourd'hui partie des sites à visiter, et en octobre 2004, une rue sera même baptisée à son nom et une exposition lui sera consacrée en novembre 2004, donc, à l'Office du tourisme. Enfin, en 2012, un musée Marius Jacob est ouvert et connaît aussitôt une affluence considérable. Marius Jacob est aussi entouré d'amis et de nombreux camarades de discussion, comme Pierre-Valentin Berthier, écrivain anarchiste, et son épouse, Jean Métron, l'auteur du dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, ou encore de Robert Thénault, le directeur du Canard enchaîné. Tous admirent son esprit toujours vif et son courage face à la maladie. Il ne renoncera jamais à sa verve, ni à ses opinions, ni à ses provocations d'homme libre. Ainsi, devant payer un impôt pour son chien, il réclame une carte d'électeur pour ce dernier, qui, dit-il, n'a jamais menti, jamais été ivre. Aucun de vos électeurs ne peut en dire autant. Et puis, avant de mourir, il fera un dernier pied de nez à la justice. Il écrira au procureur de la République pour lui demander le remboursement de 40 centimes de trop
perçus lors de l'établissement d'un extrait de son casier judiciaire. En 1951, de plus en plus malade et épuisé, il songe au suicide. Lorsque surgit dans sa vie, inopinément, une jeune femme de presque 50 ans, sa cadette, Josette Passas. Josette et son époux Robert sont enseignants. Une grande amitié va naître entre le couple et Marius Jacob. Et Josette lui fait promettre de remettre son funeste projet et de vivre encore au moins 1 an. Il tiendra sa promesse pendant 3 ans. Enfin, le 25 août 1954, il décide d'organiser pour les enfants de la commune un gigantesque goûter. Après en avoir amené certains chez eux en voiture, en klaxonnant joyeusement, il rentre dans sa maison et, tranquillement, se donne la mort, en se faisant à lui et à son vieux chien négro, infirme comme son maître, une injection de morphine, après avoir bouché soigneusement les orifices de la pièce et bloqué le tirage d'un poêle à charbon. Lorsqu'elle apprendra la nouvelle, Jeanne s'effondrera en sanglots, mais elle approuvera son geste. Aujourd'hui encore, un demi-siècle après, la vieille dame continue à faire brûler chez elle des cierges pour le repos de l'âme de son bandit bien-aimé. Avant de mourir, Marius Jacob prit aussi le soin de laisser un message à l'intention de ses amis. « Aujourd'hui, écrit-il, j'ai fait un petit banquet pour tous les gosses du village. Si j'ai le temps, je ferai un brin de lessive. Si le linge n'est pas sec, vous le trouverez sur la corde à sécher. Je me suicide un samedi pour que les gens s'occupent du corps un dimanche et que les démarches à faire ne les dérangent pas. Vous trouverez 2 litres de rosée à côté de la panetterie. À votre santé. » Je vous remercie. Merci.